Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a rechargé ses batteries depuis tout ce temps, Crêpe Pigeon. Salut Spade et bonjour à tous, ça faisait longtemps hein. Ah oui, ça faisait longtemps, on est revenu pour des one shot first, mais pour une vraie bonne émission à l'ancienne, ça faisait un petit moment. On est revenu avec un gros morceau par contre. Ah ouais, là, énorme. Mais est-ce que tu peux nous le présenter d'ailleurs ? Alors aujourd'hui nous allons parler de Gauntlet's Tale. Alors je sais pas comment on prononce son nom, moi je vais le dire Gauntlet pendant tout l'épisode. Est-ce que je sais pas si t'as un autre... Bah moi je disais Gauntlet. Ah, Gauntlet, ouais, ok, bon, on peut dire ça, c'est plus simple à la française. Alors, c'est un épisode de 60 pages qui est sorti en 1992 dans un format prestige, et le titre est signé du célèbre écrivain de science-fiction Larry Niven et du non moins célèbre John Byrne qui co-signe le scénario et dessine l'épisode. Donc je présume que ça parle de Green Lantern. C'est ça. Alors ça parle de Green Lantern, mais ça parle surtout de Gauntlet. Parce que c'est un épisode hors série dans lequel Gauntlet, un des gardiens de l'univers, va raconter l'histoire de son peuple à leur début. Les gardiens de l'univers, en fait, sont des Malthusiens, qui étaient une race avancée utilisant leur intelligence et leur pouvoir pour étudier la nature. Il leur était interdit de connaître une seule chose, c'était l'origine de l'univers. Malheureusement, évidemment, quand on interdit quelque chose à j'allais dire à l'humanité, en l'occurrence c'est pas des humains, mais bon, c'est pas grave. Évidemment, la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de savoir ce qui s'est passé. C'est ce qui va se produire avec l'un d'entre eux, Krona, qui va devenir obsédé par l'observation de l'événement. Il va créer un appareil qui va lui permettre de voir une main, mettant en mouvement la création de l'univers. Et lorsqu'il va essayer de voir le visage auquel appartient la main, un éclair de force cosmique va briser l'appareil. De l'erreur de Krona vient la force du mal. Et cette histoire, qui est l'origine de l'univers d'ici, mais par contre, c'est l'origine de l'univers d'ici, pré-Crisis on Infinite Earth, et Gauntlet nous raconte bien que cette histoire est un mensonge, et va nous raconter la vraie histoire dans cet épisode. Donc l'idée de cet épisode, c'est de revenir sur la création de l'univers suite à Crisis on Infinite Earth. Donc en gros, ce qui s'est passé à la fin de Crisis on Infinite Earth, selon ce comics, c'est pas vrai. Tout ce qui s'est passé avant. Et même à la fin. Parce et même à la fin. Alors, on va revenir là-dessus après dans un autre event qui s'appelle Zero Hour, qui va servir à Hal Jordan pour faire un soft reboot de l'univers DC, mais ça c'est une autre histoire qu'on racontera peut-être un jour. Ouais. Alors, Gauntlet's Tale est écrit par un auteur extrêmement connu, mais pas pour les comics, c'est un écrivain de science-fiction, c'est Larry Niven. Tout à fait, en fait, Larry Niven, c'est juste une légende. Donc, de son vrai nom, Lawrence Van Cott Niven, est né le 30 avril 1938, donc ce qui va bientôt lui faire 82 ans du coup, ouais, à Los Angeles en Californie. Et alors là, on arrive sur le type d'auteur dont on n'a pas l'habitude, parce que c'est contrairement à la plupart des auteurs dont on a traité, il vient d'une famille très aisée. D'accord. En fait, il est l'arrière-petit-fils du magnat du pétrole Edward Lawrence Loehney. Donc en gros, Edward Lawrence Loehney, c'est un magnat du pétrole qui a été jugé pour le scandale du Teapot Dome. Donc c'est un scandale qui s'est déroulé entre 1920 et 1923, qui implique le secrétaire à l'intérieur Albert Fall, sous la présidence donc de Warren G. Harding, qui a accepté des pots de vin pour autoriser l'exploitation de concessions appartenant à la marine. D'accord. Donc Fall aurait extorqué, avec des gros guillemets, à Loehney la promesse de l'embaucher dans son entreprise une fois que son mandat serait fini, ainsi qu'un prêt de $100,000 pour s'acheter son deuxième ranch. Oui, parce que c'est un petit peu court, quoi. Ah oui. Donc forcément, lors du procès sur cette affaire, Loehney aura été acquitté 2 fois, mais Fall aura été condamné 1 fois pour avoir accepté l'argent quand même. D'accord. et donc Fall aura été le premier membre du gouvernement américain à se faire condamner pour félonie. Donc Loehney, tu le connais un peu parce qu'il a inspiré le personnage de J. Arnold Ross dans le roman Oil, ouais, et par extension dans son adaptation ciné par Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood. Avec Daniel Day-Lewis dans le rôle. Voilà. Tout à fait. Et en fait, en règle générale, Niven, il balaye cette aisance de sa famille d'un revers de la main par « Oui, petit, j'ai grandi du côté de Beverly Hills, c'est un petit peu Washington. » Mais non, hein, le mec, il vient d'une famille qui était pété de thunes. Et dans les membres de sa famille assez connus, il a aussi un cousin, Ned Loehney, qui a eu pas mal de succès en tant qu'auteur-compositeur et musicien durant les années 70. Il a notamment bossé avec les Eagles. D'accord, ouais, sympa. C'est pas rien, ouais. Petit teasing, du coup, on finira l'épisode avec les Eagles, n'est-ce pas ? Pas du tout. Ah ouais. Ça aurait été trop facile. C'est pas me connaître, ça. Un autre teasing, vous allez souffrir. Ah oui, oui, ça va faire mal.
Restez jusqu'au bout. Pour en revenir à Larry, en 1956, il est entré à l'Université de technologie de Californie, dont il va ressortir sans aucun diplôme et un peu plus ou moins indépendamment de sa volonté pour absentéisme. C'est étonnant, généralement, les fils de bonne famille, même quand ils travaillaient pas beaucoup, ils finissaient généralement avec leur diplôme. En fait, lui, il se fait virer parce que vraiment, il était jamais en cours, parce qu'il a découvert un libraire qui vendait pas mal de vieux magazines de science-fiction, dans lequel il va complètement sombrer. En fait, cette découverte, c'est pour lui une révélation et ça va éveiller en lui une envie qu'il avait depuis très longtemps, comme il l'écrit dans son essai Playground of the Mind en 1990, dont tu vas nous parler un peu plus tout à l'heure, je pense. Oui. Je rêvais éveillé toute ma vie et je racontais des histoires aussi, des histoires tirées de magazines et d'anthologies que je lisais à d'autres enfants. Un jour, mes rêves éveillés prirent la forme d'histoires et j'avais envie de les partager. Les découvertes en astrophysique appliquaient des mondes plus étranges que tout ce que la fantaisie pouvait imaginer. Je mourais d'envie de toucher l'esprit d'inconnus et de leur montrer des merveilles. Je voulais être un auteur publié de science-fiction. Je voulais un Hugo Award. Bon. C'est marrant, quand on connaît son œuvre, on retrouve quand même, parce que quand il parle d'astrophysique, c'est exactement ça. C'est un vrai auteur de hard SF. Puis le Hugo Award, spoiler, il va en avoir, ça c'est pas un souci. Mais c'est pas tellement le côté imaginaire en tout cas de l'œuvre que je connais de lui, c'est pas vraiment la fantaisie qui l'intéresse. Oui et non, parce que c'est vraiment le côté pouvoir imaginer des mondes absurdes. Ouais, mais tout en restant réaliste. Voilà. Et justement, en fait, comme tu dis, venant d'une famille riche, c'était un peu étrange qu'il reste sans diplôme. Donc en fait, grâce aux sous de papa, maman et puis tonton et compagnie, il va se retrouver donc à l'université Washburn au Kansas. Et il va donc y passer une licence en mathématiques avec une spécialisation en psycho. Je ne comprends pas à quoi sert la psycho en maths. Oui, je ne sais pas non plus. Et en fait, après ça, donc ça c'était en 62, et l'année d'après, en fait, il va passer une année de maîtrise à UCLA, donc quand même une bonne fac aux États-Unis, avant d'abandonner pour se lancer dans sa passion, l'écriture. Il publiera en fait dès l'année suivante, en 1964, dans le magazine World of If, donc du mois de décembre, sa toute première histoire. The Coldest Place. Donc cette histoire, basée sur des théories scientifiques de l'époque, en l'occurrence comme quoi le point le plus froid du système solaire, c'était la face cachée de Mercure, ce qui est totalement faux, on le sait maintenant. Oui. Bon, à l'époque, c'était la théorie qui courait, donc lui a fait avec ce qu'il a pu. Et donc en fait, ça va inspirer grandement le rédac-chef du magazine, qui va lui demander de s'inspirer des trucs les plus absurdes et réalistes de l'univers pour écrire. Et c'est comme ça en fait qu'il va créer son univers littéraire, ce qu'on appelle l'espace connu de Niven. Ouais. Donc ce fameux rédac-chef, il porte un nom, c'est Frédéric Paul. Ah oui, auteur connu, c'est une légende de la science-fiction, tout simplement. C'est The Gateway, je sais pas quel titre français. La porte. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout simplement, qui est très bien, le cycle. Et je conseille aussi la lecture de Planète à Gogo. C'est une lecture que je trouve essentielle, qui parle vraiment de merchandising et comment les publicitaires nous font passer des vessies pour des lanternes. Tout ça dans un contexte de SF. Je le connais pas celui-là, donc je vais essayer de le trouver. C'est une des sources d'inspiration du film Idiocratie. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon roman. Et donc Frédéric Paul, en fait, il va devenir un ami personnel de Niven, qui, non content de lui inspirer l'idée de faire l'univers connu, il va avoir un impact direct sur sa vie personnelle, parce qu'il va lui présenter une groupie de SF connue du milieu sous le nom de Fuzzy Pink. Ok. Qui 5 ans plus tard, en 1969, va devenir Marilyn Joyce Wisawati Niven. C'est l'année suivante de son mariage, en 70, que Niven il va rentrer définitivement dans l'histoire de la SF avec la publication de Ringworld, l'Anomonde. L'Anomonde, oui. Qui est... en fait, c'est un excellent bouquin déjà de base. Et ça va influencer de nombreux auteurs, dont notamment Kim Stanley Robinson, donc auteur du cycle de Mars, qui est spectaculaire. Et en fait, c'est ce qui va propulser Niven et l'Anomonde en tant que pilier de la hard SF. Ah, c'est de la vraie hard SF. C'est froid. C'est très froid. Ça part sur la théorie de la sphère de Dyson. Rien à voir avec l'aspirateur. En fait, la sphère de Dyson, c'est un procédé pour essayer de récupérer le max d'énergie du soleil à travers une structure artificielle. Et lui, en fait, à partir de ça, il va créer tout un univers cohérent et passionnant, réellement. Et il va créer aussi une race extraterrestre, donc les marionnettistes, les puppeteers en anglais, et dont on en retrouve un sur la couverture de Gauntlet's Tale d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et donc pour expliquer, la hard SF, c'est tout simplement de la science-fiction qui se dit réaliste et qui se base sur des données et des théories scientifiques réelles. L'exemple le plus récent qu'on peut donner, c'est le film Interstellar. Ouais.
Un des auteurs les plus connus en RDSF, c'est Arthur Clarke, avec notamment Rama, 2000 à l'Odyssée de l'espace. Mais un auteur récent de RDSF qui est très réputé aussi, c'est Greg Egan, qui a fait toute sa carrière. Et Greg Bear aussi, qui est aussi très très dans ce milieu-là, quoi. Pour ma part, mon roman préféré de Niven, ça reste Le Marteau de Lucifer. Donc je sais pas si tu l'as lu celui-là. Non, je l'ai pas lu. Donc en gros, c'est un récit de post-apo très très cool où une comète s'est à moitié écrasée sur Terre, la Chine a envoyé des missiles atomiques sur la Russie, tout va mal et t'as donc une forteresse qui essaie de tenir le coup, d'être un phare de civilisation au milieu du chaos, quoi. C'est vraiment très cool. Et ça a légèrement inspiré Arthur C. Clarke, dont tu parlais justement pour son roman Le Marteau de Dieu, qui va être massacré au cinéma sous le nom de Deep Impact. Wow, c'est pas mal, Deep Impact. Dans le même style, je préfère Armageddon. Au moins, j'ai ri. Je préfère Deep Impact. Moi, j'ai ri avec Armageddon, c'était un avantage. Ah, mais c'est sympa parce que là, tu m'as donné 2-3 bouquins à lire déjà. Je vais pas arrêter, hein, je te préviens. Vas-y, continue. Mais pour en revenir sur Niven et sur le sujet des comics, en fait, Niven, il a toujours aimé ce format. Ouais, il le dit dans Playground of the Minds d'ailleurs, qu'il est c'est un grand fan de comics, il a toujours été, même quand Playground of the Minds est de 92, donc il a déjà un certain âge, il a plus de 60 ans, il en lit toujours. Voilà, et en fait, il a même vu plusieurs de ses travaux adaptés avec plus ou moins de bonheur dans le média, notamment t'as la collection des graphic novels DC où il a sorti un de ses romans en version graphic novel. Il y a eu Arm, qui sont donc les flics qu'on découvre dans son univers, enfin dans l'espace connu, qui a eu droit à une série chez Malibu Comics, me semble-t-il, et évitez de la lire, vraiment. Et mais à côté de ça, en fait, il est surtout connu dans le milieu du comics pour être responsable d'un essai du nom de Man of Steel, Woman of Kleenex. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est un essai qu'il a publié dans une obscure revue dans les années 60 et qui a été republié plusieurs fois, qui expose qu'au vu des capacités de Kal-El, si véritablement il avait un rapport sexuel avec une humaine, et la vélocité de son éjaculation perforerait le vagin de sa partenaire et une C'est pas faux. Le mec a poussé à un point. Non, mais franchement. C'est le genre de discussion que les nerds ont, mais après avoir bu 3-4 verres de trop. À lui, à jeun, il l'a écrit et publié. Il y a même une des dernières publications qui a été dans les années 90 dans je sais plus si c'est Playboy ou Penthouse qui l'a publié, avec des dessins de certains dessinateurs officiels de DC, où ils ont retiré en fait tous les logos Superman et compagnie, mais tu reconnaissais, quoi. Mais non, et en fait cet essai vous le trouvez facilement sur internet en cherchant dans Google. Je mettrai un lien dans le billet comme d'habitude. Mais du coup tu dis quand le mec il fait ça, c'est un peu bizarre que DC aille le chercher pour travailler sur le titre dont tu nous parles aujourd'hui aux côtés d'un dessinateur légendaire. Oui, légendaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on parle de John Byrne. Alors pour revenir un peu sur Grant Festel, juste avant d'attaquer vraiment la vie de John Byrne, je suis pas sûr que Larry Niven ait vraiment écrit le scénario de Grant Festel. À mon avis, ils se sont servis de sa Bible, dont on parlera plus tard, et John Byrne, après, lui, a fait le scénario autour. Mais j'en suis pas sûr, j'ai pas réussi à trouver l'information. Alors, John Byrne, il est canadien. Mais alors c'est un peu compliqué, parce qu'il est aussi américain, et il est né en Angleterre. Il est né à Walsall en 1950, et ses parents, Frank et Nelsie, en fait, sont partis au Canada quand John avait 8 ans. Donc c'est pour ça qu'il est canadien. Sa première rencontre avec les comics s'est faite par contre quand il était toujours en Angleterre, à l'âge de 6 ans, mais via la télévision. Parce que donc en 1956, à cette époque, les aventures de Superman avec George Reeves étaient diffusées sur la BBC. Et donc il va tomber amoureux du personnage et il va comprendre très vite que c'est tiré de comics et il va essayer de trouver des comics. Et à l'époque en Angleterre, les seuls comics qu'il réussit à trouver sont des reprints australiens de comics qui s'appelaient Super Comics. Et dedans il y a des histoires de Superboy, de Johnny Quick et de Batman. Ah oui, c'est original. Et c'est Batman qui va le marquer à jamais. Il se souvient très bien des histoires qu'il a lues à l'époque quand il avait 6 ans. Et donc quand il arrive au Canada en 58, 2 ans plus tard, et là c'est là. Alléluia, il va enfin pouvoir accéder à tous les comics disponibles en Amérique du Nord. Alors il est fan de DC et il va tomber dans Marvel un petit peu par hasard un peu plus tard, en 1962, avec le Fantastic Four numéro 5 de Stan Lee et Jack Kirby. Et il découvre enfin un comics plus mature qui s'adresse vraiment à lui. Alors là, en 62, il a 12 ans et il pense déjà que DC c'est un peu trop enfantin pour lui. Et Marvel lui parle vraiment. C'était déjà un petit con à l'époque. Alors justement, je me demandais si je devais commencer avec ça ou pas, faire une petite introduction
introduction sur ce que je pense de John Byrne ou pas. Je pense que les gens se moquent de ce que je pense de John Byrne, mais je vais dire beaucoup de bien de John Byrne, en tout cas beaucoup de bien de son œuvre. Ouais. Disons que la personnalité de John Byrne est un peu plus problématique. On va le voir au fur et à mesure. Il va se fâcher avec à peu près toute l'industrie. Il faut séparer l'homme de l'artiste, mais quand même, à un moment... John Byrne, c'est dur. Hein. Alors, on revient un petit peu à lui. Alors, tu vas voir tout de suite, hein, il va être un petit peu controversé. Parce que, alors, il rejoint le Alberta College of Art and Design à Calgary, au Canada, en 1970. Et il va créer son premier personnage. Et déjà, premier petit problème, parce que le tout premier personnage de comics qu'il crée, il s'appelait Gay Guy. Oui, Gay Guy, donc le guy, le gay. C'est un personnage parodique qui avait pour but de se moquer de tous les gays qu'il y avait autour de lui au collège. Ok. Il étudiait l'art, et effectivement, donc c'était un milieu qui était plutôt les homosexuels, et lui, hétérosexuel, fier de l'être, il voulait se moquer des gens autour de lui. Voilà. C'est John Byrne, quoi. Alors, on peut pas vraiment l'accuser d'homophobie parce qu'on verra plus tard dans sa carrière qu'il va être l'auteur qui va créer le premier personnage homosexuel chez Marvel. Hein. Après, c'est plus un masculiniste qu'un homophobe. En fait. Moi, je crois qu'il est avant tout provocateur, John Byrne. Il adore ça. Il adore faire chier le monde. C'est un trou du cul. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, il a un point commun avec Larry Niven, c'est qu'il va pas avoir de diplôme. Il va quitter l'université en 73 sans diplôme, parce que lui, il se considère déjà comme suffisamment bon pour aller travailler dans le comics. Mais il n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour ça. Bon, il n'a pas complètement tort. C'est pas faux, hein. Faut pas lui donner tort. C'est un autre trait de la personnalité de John Byrne. Il sait ce qu'il vaut. En tout cas, il pense savoir ce qu'il vaut. Alors, il débute réellement sa carrière chez Charlton, dans un backup de la série E-Man, pas Musclor, hein, E-Man juste avec le E, donc E-Man. Et en fait, il crée déjà son premier personnage, Rock 2000. C'est un personnage qu'il avait créé déjà quand il était à l'université dans des fanzines. C'est un robot un petit peu parodique. Voilà, j'ai vu quelques images. On reconnaît en fait déjà le style de John Byrne, quoi. Alors ensuite, il va partir chez Marvel, tout de suite quasiment, parce que ses travaux sur Rock 2000 sont vraiment de très bonne qualité. Et il va montrer très vite qu'il est très fiable et très rapide. Ce qu'une compagnie comme Marvel va apprécier énormément. Il va signer des épisodes de The Champions et de Marvel Team Up, où il va faire la rencontre d'un certain Chris Claremont au scénario. Et c'est de cette rencontre qui va un petit peu tout changer, parce qu'il va succéder très rapidement à Dave Cockrum et devenir le dessinateur régulier sur la série phare Uncanny X-Men, aux côtés de Claremont à partir du numéro 108. Ouais. Et il devient même co-scénariste des numéros 114. Alors on a un peu tout écrit sur la relation entre John Byrne et Claremont. Elle va durer 2-3 ans. Elle était très conflictuelle, leur relation. J'ai retrouvé une interview de Claremont assez récente où il en parle, plutôt en bien en fait. Il dit que le fait est que John et moi, à bien des égards, parlions la même langue. On avait le même langage conceptuel, le même langage de l'imagination. Mais parce qu'il faut bien un mais, le mien allait à gauche et le sien allait à droite. Nous nous heurtions parfois, mais le conflit entre nous a catalysé de très bonnes histoires. Aucun d'entre nous n'a jamais obtenu exactement ce qu'il voulait, mais la synergie de ce que nous avons fait ensemble était le plus souvent meilleure que l'idée de départ que l'un d'entre nous avait eue. Et au final, ça valait bien quelques engueulades. C'est classe. C'est assez classe, c'est Claremont, il est classe. J'ai retrouvé une autre interview de Byrne dans laquelle lui il parle de Claremont. En gros, il disait Claremont avait les idées pourries, j'avais les bonnes idées, et au final c'est moi qui décidais, donc je faisais ce que je voulais. Voilà, c'est John Byrne, quoi. C'est moins classe d'un coup. Ouais. Alors Byrne, il est donc co-scénariste sur les X-Men, il dessine les X-Men, mais ça lui suffit pas. Il va demander à Marvel de faire d'autres trucs, donc il va aussi dessiner les Avengers à la même époque. Il va faire 12 épisodes, il va faire 9 épisodes de Captain America, et il va co-créer plusieurs personnage majeur de l'univers Marvel, donc on lui doit Kitty Pryde quand même, et Proteus chez les X-Men. On lui doit aussi Scott Lang, le deuxième Ant-Man chez les Avengers, c'est pas rien. Et il va finir par se barrer des X-Men en 81. La relation était plus possible entre les deux. Et Byrne va reprendre les Fantastic Four, titre sur lequel il va rester 5 ans et livrer ce que beaucoup considèrent comme sa plus grande réussite artistique. Je sais pas ce que tu en penses, si c'est ce que tu préfères de John Byrne. Moi, j'ai pas lu tous ces Fantastic Four, mais ce que j'en ai lu, c'était vraiment pas mal. C'est lui notamment à qui on doit le remplacement de la chose par She-Hulk. Il va faire de She-Hulk un personnage vraiment important de l'univers Marvel. Il aime ce personnage, tout simplement. Et il va revenir sur le personnage quand il reviendra chez Marvel à la fin des années 80 pour en faire une série exceptionnelle. On en a déjà parlé dans un One Shot First Day. Pour moi, son travail majeur, c'est chez la concurrence, quoi. Ouais, bon, on y arrive. On y arrive. Alors, il a un autre travail majeur quand même de la même époque, parce que parallèlement à les Fantastic Four, il va faire une autre série en 83, une série que t'aimes bien, je crois, constituée de super-héros canadiens, la division Alpha. Alpha Flight, ouais. Voilà, Alpha Flight en VO, ouais. A posteriori, Byrne, il dit que c'est de la merde. Il la trouve anecdotique et... c'est anecdotique, mais ça n'empêche pas que c'est très bon. Ah ouais, mais non, lui, il trouve que tous les épisodes se ressemblent et qu'en fait, il était en mode automatique. Alors bon, après c'est son avis. Alors faut dire que John Byrne, il a une dent, il est parti très 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 fâché de Marvel. Hein. Non, et puis le truc en fait, ce que j'aime dans la Alpha Flight, c'est la galerie de personnages. Ben oui. C'est ça l'intérêt réel
toute manière, chez Marvel, c'est plus les personnages qui comptent que les histoires. Et vraiment, la Alpha Flight, c'est vraiment un florilège de personnages original qui mérite un coup d'œil. Du nain de quasiment 2 mètres de haut qui se retrouve réduit à 90 cm et qui est acrobate jusqu'à comment il s'appelle maintenant, Guardian, ouais. l'appelé. Ouais, c'est ça. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il a créé Northstar, qui est le premier personnage ouvertement gay de l'univers Marvel, même si à l'époque de la division Alpha, c'était assez subtil, il n'était pas ouvertement gay. Ils avaient pas le droit de le faire gay, mais ils voulaient ouvertement le faire gay déjà à l'époque. T'as aussi Sasquatch, qui est un personnage qui est extraordinaire. C'est une série que j'aime beaucoup, effectivement. Ouais, alors, on arrive à ce que tu préfères, je pense. En 1986, il passe enfin la concurrence chez DC. Ah, il avait signé quelques petits trucs chez DC avant, hein. Mais vraiment, son gros passage chez DC, c'est en 86, où il est embauché pour relancer et redynamiser Superman. Et il va créer donc la mini-série Man of Steel. Alors, il va prendre le parti de revenir aux origines du personnage. Donc, il va limiter la puissance qui était devenue avant Crisis. Vraiment, Superman, c'était le héros cosmique, en fait. Hein. Donc là, il le fait revenir sur Terre. Il ressuscite Martha et Jonathan, ses parents. Par contre, alors ça, c'est un petit peu plus compliqué pour moi quand je relis Man of Steel. Il en finit avec la période Superboy au sein de la Légion. Donc ça, c'est un peu triste. Hein. Superman devient Superman quand il quitte Smallville, en fait. Et ce qui est problématique, c'est qu'en fait, Superboy a été toujours impliqué dans la Légion, dans la série Légion au même moment, quoi. Donc c'était bordélique. Ouais. Justement, ils ont tué Superboy dans la Légion à ce moment-là, quoi. Il en finit avec Crypto aussi. Crypto n'existe plus. Ça, c'est aussi un autre crève-cœur. Alors John Byrne étant John Byrne, c'est un stacanoviste. Ça lui suffit pas, hein. Donc il va devoir dessiner 2 titres Superman, hein. Une fois que la mini-série Man of Steel sera terminée, il va faire Action Comics et Superman. Et après, il reprendra même le scénario du titre Adventures of Superman. Il voulait la mainmise sur Superman, tout ça. C'est le Bendis de cette époque-là, quoi. Bendis, en ce moment, c'est un petit peu le John Byrne de l'époque. Ouais. En 89, une fois qu'il aura fait le tour de Superman, donc 3 ans sur le personnage, John Byrne revient chez Marvel jusqu'en 92. Donc on a déjà parlé de She-Hulk. Il va signer aussi des runs marquants sur les Vengeurs de la côte ouest, avec notamment un arc génial sur la Vision. C'est lui qui va vraiment transformer la Vision. Il détruit la Vision, en fait. Il le détruit, donc il en fait un personnage intéressant. Ouais. Non, c'est vraiment très bien ce qu'il a fait dessus, quoi. Alors si vous savez pas ce que John Byrne a fait sur la Vision, moi je vous invite à le lire, mais aussi à lire la série que Tom King a fait sur Vision. Il revient énormément sur ce passage-là dans un épisode. Il a fait un passage remarqué sur Iron Man et aussi sur Namor. Une série que j'ai pas lue mais qui est dans ma pile depuis un bon moment, donc il va falloir que je le lise. Il y a tellement de bonnes séries sur Namor que personne ne lit, c'est triste. Ouais. Toujours dans les années 90, donc John Byrne il va tenter l'aventure du Creator Own. Donc en pleine période d'explosion Image, lui il va partir chez Dark Horse pour lancer sa série Next Men. Et là, c'est à ma grande surprise, c'est en préparant l'émission que j'ai trouvé ça. En fait, le Next Men c'est un échec. Bah oui. En tout cas, c'était pas le succès qu'il espérait. C'est sûr que si on compare au gros succès Image de la même époque, effectivement, Next Men était très très loin des chiffres de vente que pouvaient avoir Rob Liefeld et compagnie. Non, pour lui, en fait, Next Men devait être un concurrent à X-Men. Ah oui. X-Men qui roulait sur la gueule de tout le monde dans l'industrie à l'époque. Ah, il va faire que 30 épisodes en se disant je vais y revenir très très vite. Dans moins de 6 mois, j'y reviens. Bon, il va mettre plus de 10 ans avant de revenir sur le titre, 15 ans même, je crois. Ouais, en 2010, il viendra au moment où la série passera d'abord les droits. Il récupérera les droits et pour la donner à IDW. Alors, les années 90 de John Byrne sont toujours très prolifiques, mais moi, je considère en tout cas que son importance au sein de l'industrie a considérablement diminué. La mode est aux jeunes loups, hein. La génération des Rob Liefeld dont je parlais et Jim Lee a pris le pouvoir dans le comics mainstream, et John Byrne, même s'il est actif, ses runs sur les différents personnages des 2 Big Two vont être moins marquants que ce que les précédents pouvaient être. Je sais pas ce que toi t'en penses. On est très loin du temps où son Revenge de Superman faisait la une du Time, hein. Oui. Bon, il a fait des trucs sympas, hein. On lui doit notamment un super run sur Wonder Woman, et il va aussi dessiner Amazing Spider-Man au début des années 2000 avec Howard Mackie au scénario, donc c'est pas rien, hein. Il est Non, du tout, mais après toutes les rockstars qui sont passées sur ces personnages-là, c'était juste un peu papy qui venait faire un tour, quoi, pour beaucoup. Alors qu'il n'est pas encore si vieux que ça à l'époque, hein. Il a 50 ans, hein. Oui, mais pour toute l'industrie, il était tellement inscrit dans l'industrie qu'il était trop classique, en fait. Et après ça, en fait, là pour le coup, c'est la vraie descente aux enfers avec les années 2000. Donc il va revenir sur les X-Men avec une série The Hidden Years qui revenait sur l'équipe d'origine, et aucun respect, Marvel va l'annuler après 22 numéros, et là Byrne va partir dans une colère, mais alors il va claquer la porte de Marvel en disant c'est tous des cons, vous me verrez plus jamais. Alors dans les années 2000, il va travailler
pour DC, notamment sur la GLA, avec Chris Claremont au scénario. Ouais. Ça va pas durer très longtemps. Il va faire un retour d'1 an sur Action Comics aussi. Mais en gros, sa carrière est plus ou moins terminée. En tout cas, pour le comics mainstream. Parce que alors là, sa fin de carrière, elle est un peu bizarre. Parce que je vais finir en parlant de son travail pour IDW et la franchise Star Trek. Alors, il est fan de chez fan. La compagnie lui laisse carte blanche, lui, qui va très bien. Il va s'en donner à cœur joie. Il va faire plein de mini-séries sur les différents univers. Mais alors, son dernier projet en date, là, c'était le roman photo, non? Ah ouais, New Vision. En fait, il pique des images de la série originale et il va raconter des histoires originales complètement nouvelles autour des photos qu'il a piquées de la série originale. Donc en fait, les seules nouvelles histoires originales avec les acteurs de la série, de la première série, c'est John Byrne qui les fait. Alors, je vais juste finir en parlant un petit peu du bonhomme, mais très rapidement, en donnant juste 2 petits exemples que j'ai trouvés. C'est les plus connus, mais je pense que c'est assez sympa de les rappeler. Comme je l'ai dit, John Byrne, il est très controversé dans le monde des comics. Il s'est mis à dos à peu près tout le monde. Il a quand même réussi à dire du mal de Jack Kirby. Il faut le faire. Au début des années 80, Jack Kirby se plaignait du fait qu'il touchait pas assez d'argent pour toutes ses créations de la part de Marvel. Et John Byrne lui a répondu ouais, de toute façon, moi je suis très fier d'être un company man, donc un homme, je bosse pour ma compagnie, et faut arrêter de se plaindre. Alors tout le monde lui est tombé dessus. À l'époque, Neil Adams et compagnie, ils étaient pas contents. Et puis quand Neil Adams te tombe dessus, tu la ramènes pas. Il a réussi aussi à balancer des rumeurs sur Roy Thomas, alors que tout le monde savait que c'était du rumeur. Lui, il a tout balancé sur son blog. Il a dû rétracter tout ce qu'il avait dit et s'excuser. Bon, voilà, John Byrne. Ça reste pas moins un auteur et un dessinateur majeur de l'histoire des comics. Et il a quand même signé en tout 1854 issues. C'est pareil. Ouais. Alors je vous conseille de chercher John Byrne sur YouTube. À chaque fois qu'il y a des interviews de John Byrne en vidéo, ça vaut toujours parce qu'il balance à peu près sur tout le monde. De toute façon, vu qu'il bosse plus, il s'en fout. Ouais, c'est devenu un bon gros réac de base en plus. La seule personne j'ai trouvé qui dit du bien de lui, c'est assez rigolo, c'est Gail Simone avec laquelle il a collaboré, et elle dit en gros il a une très forte personnalité, il a une opinion sur tout, mais il a un talent fou. Ouais, et pourtant tu vois, il est même lui avait envoyé chier, enfin surtout lui avait envoyé chier Gail Simone par rapport à ses positions. Évidemment. Et puis justement, il y avait une prise de bec qui est assez violente entre les deux, mais étrange qu'elle le respecte autant, quoi. Ouais. Bon, je vais continuer en parlant un petit peu de l'histoire de Green Lantern. Tout à fait, ouais. Évidemment, on parle de Gauntlet's Tale, ce serait bien de revenir un petit peu sur Green Lantern. Alors, Green Lantern a connu plusieurs itérations. Hein. Tout à fait. Et là, justement, on parle duquel? Alan Scott, Al Jordan, Kyle Rayner. Alors, on est en 92, donc tu sais très bien qu'il s'agit d'Al Jordan, mais nos auditeurs ne savent peut-être pas qu'Al Jordan n'est pas le premier Green Lantern. Le premier Green Lantern, d'ailleurs, il n'a rien à voir avec l'espace, c'est Alan Scott. Il a été créé en 1940 par Martin Nodell dans les pages de All American Comics, dans le numéro 16. Et l'idée de Nodell, c'était de s'inspirer de personnages de la mythologie grecque ou nordique et de créer un personnage qui combattait le mal à l'aide d'un anneau de pouvoir magique. L'anneau des Nibelungen, en fait, la référence ultime. Alors, Alan Scott, à la base, c'est un ingénieur des chemins de fer qui est sauvé d'un accident de train par une lanterne magique. Verte, évidemment. Et à partir d'un morceau de lanterne, il va construire un anneau qui va lui donner un certain nombre de pouvoirs et principalement la capacité à fabriquer des constructions vertes à partir de l'énergie lumineuse. Alors ça, même si l'origine est différente, effectivement, c'est une constante dans l'univers Green Lantern. Alors, il rejoint rapidement la Justice Society, la toute première équipe de super-héros de l'univers DC, mais suite à la fin de la guerre et la chute de popularité des super-héros, ça a conduit à l'annulation du titre en 51, et Alan Scott va disparaître, en fait, après ça. Hein, et quand le personnage de Green Lantern va revenir en 1959, ce sera plus Alan Scott, ce sera Al Jordan. Même, il n'y aura aucune mention de Alan Scott qui sera faite. Avant un bon moment, hein. Ouais, c'est un peu, autant tu vois dans Flash et dans... c'était Showcase 4 de mémoire. C'est ça, ouais. Autant dans Flash, Barry explique qu'il prend le nom de Flash parce qu'il est fan des comics de Flash durant son adolescence, quoi. Mais là, même pas ça existe. Hein. Alors Alan Scott, il va revenir au fur et à mesure dans le Silver Age, mais c'est vrai que la création de Al Jordan, il est pas là du tout. Al Jordan apparaît presque de nulle part. Mais Alan Scott, il disparaît pas complètement parce que DC va en faire le Green Lantern de la Terre 2. Avec de multiples rencontres entre les personnages des deux terres. En fait, c'est une fois par an, si je me souviens bien, c'est dans un annual. À chaque fois, t'as la Justice League qui rencontre la Justice Society. Suite à l'épisode de Flash, justement, c'est là que vont commencer les crises où donc la JLA et la JSA vont se rencontrer. Et en 85, donc on revient toujours à Crisis. De toute façon, dès qu'on parle de DC, on revient toujours à Crisis on Infinite Earth. Les deux terres vont fusionner et Alan va en quelque sorte devenir un Green Lantern de l'ancienne génération. Et notamment, il va rejoindre la JSA de Geoff Jones avec des épisodes exceptionnels
exceptionnel. Et là, par contre, ça va être le drame pour Alan Scott, enfin le drame en quelque sorte. C'est le reboot des New 52 en 2011. Alan Scott n'est plus ce vieux Green Lantern qui est un petit peu le sage. Il est complètement rajeuni. C'est le Green Lantern de la Terre 2. Par contre, il perd ses enfants, parce qu'Alan Scott avait des enfants. On va revenir notamment sur l'un d'entre eux. Ouais. Et c'est James Robinson à l'époque qui en fait un personnage gay. Ses pouvoirs sont d'origine mystique et puis il n'a plus aucun lien avec le Green Lantern de la corps de la Terre 1. Voilà. Bah, il a aucun rapport avec aucun Green Lantern avant. Non. C'est vraiment le Alan Scott de Earth 2, la série de Robinson. C'est un nouveau Alan Scott et c'est un nouveau Green Lantern, clairement. C'est ça. C'est un peu le drame pour nous à l'époque. Je te cache pas que. Non, franchement, la série Earth 2, tant que Robinson était dessus. Très sympa, mais la disparition notamment de Jade, moi je l'ai toujours en travers de la gorge. Oui, non, mais la suppression de la JSA, de Alan Scott original de Jade et Obsidian, ouais. Oui, ça nous fait mal. Mais la série en elle-même, en tant que Elseworld, était très bien. Ouais, je suis d'accord. Alors, on enchaîne avec Hal Jordan. Alors, donc, on en est, comme je le disais tout à l'heure, 1959 pour sa création. C'est l'âge d'argent et le retour en fanfare des super-héros. Donc, pour revenir sur le devant de la scène, DC a repensé toute une série de héros existants, dont Green Lantern, mais l'idée, c'est de les rendre plus attrayants pour un jeune public. Et là, en 1959, on est en plein essor de l'ère spatiale. Donc, on va dire, c'est assez logique que DC soit dit de faire un Green Lantern, un policier de l'espace. Marchera très bien. Donc, Hal Jordan fait son apparition, lui aussi, dans le magazine Showcase, comme Flash, mais là, c'est le numéro 22, donc en octobre 59, et c'est une création de John Broome et Gil Kane. De toute manière, Showcase a présenté plein de héros intéressants à l'époque. Donc on parlera d'un autre tout à l'heure. Alors c'est un pilote d'essai très téméraire qui reçoit une bague et une lanterne afin de recharger la bague des mains d'un extraterrestre qui est venu s'écraser sur Terre, bien sûr. Ses pouvoirs sont assez, comme je disais tout à l'heure, sont similaires à ceux de Alan Scott, mais l'origine diffère. Donc là, c'est vraiment un anneau extraterrestre. Après, ça sera reconnu par la suite pour Alan Scott. Évidemment. Et toujours dans le même numéro, on introduit le concept de Green Lantern Corps, qui est un corps qui est chargé de maintenir l'ordre dans la galaxie et avec à leur tête les fameux gardiens d'Oa. Donc en fait, fait partie. Même si en fait, j'ai oublié de le préciser, c'est une création de John Byrne et Larry Niven. On avait les gardiens, mais on n'avait pas encore de nom en fait pour aucun des gardiens. Oui, je me demande si c'est pas si le premier c'est pas celui avec Neil Adams, c'est. Ça doit être Krona, sinon. Le premier. Alors moi, quand j'ai lu l'histoire de Neil Adams, je pensais que c'était Grand Fête, mais non, c'est pas le cas. Hein. Alors, Green Lantern suivant. Si je te dis 1968, tu me réponds. John Stewart. Non, ah oui, Guy Gardner. C'est vrai qu'il est arrivé avant. Guy Gardner, qui est créé 2 ans avant John Stewart, toujours par John Broome et Gil Kane, et dans les pages de... Showcase. Non, Green Lantern 59. Je te fais des pièges, désolé. Alors, on apprend dans ce numéro que Guy, en fait, c'est le 2e choix pour prendre l'anneau qui est allé à Hal. Donc, il était tout aussi digne que Hal, mais il était juste un peu plus loin géographiquement. Donc, en fait, l'anneau a juste choisi Hal qui était plus proche. Donc, Guy va devenir un espèce de backup pour Hal au cas où il arrive quelque chose à Hal. C'était l'époque où il était encore à peu près gentil puis correct. C'est ça. Ouais. Alors, ça va pas durer longtemps, parce que sa première mission va mal se terminer. Il va se retrouver dans le coma et se réveille tout de suite avec une personnalité, on va dire, quelque peu différente. C'est un peu le John Byrne des Green Lantern, Guy Gardner. Il est complètement misanthrope et c'est un vrai salopard. Ah oui. Moi j'adore, il est gentiment salopard, surtout dans les années 80, parce qu'il va servir... Ouais, dans la Justice League internationale, il est extraordinaire. C'est le ressort comique de la série, tellement c'est un idiot. Et il va changer complètement grâce à Geoff Jones, quand Geoff Jones va reprendre le titre Green Lantern, et il va en faire un personnage beaucoup plus mûr, qui devient un vrai héros complètement indiscutable. Guy Gardner, donc si je prends une analogie avec le foot, c'est le gars, tu détestes jouer contre lui, mais tu adores l'avoir dans ton équipe, parce qu'il va toujours te défendre, quel que soit le prix à payer pour lui d'ailleurs. Et même en tant qu'instructeur, parce qu'il va avoir plus ou moins un rôle de mentor vis-à-vis de la nouvelle génération des Green Lantern. En fait, le truc, c'est qu'il a le rôle du prof irascible qui pourrait être détestable, mais c'est le mec qui est toujours là pour te sauver la mise, donc tu peux que l'aimer au final, quoi. Si jamais tu te retrouves dans un combat dans un bar, tu peux être sûr que le premier qui se prendra un coup pour te défendre, ce sera Guy Gardner. C'est exactement ça. Alors, complètement à l'opposé du spectre, au niveau personnalité, c'est John Stewart, qui a été créé au début des années 70 par Dennis O'Neil et Neil Adams, dans la fameuse série Green Lantern. Qui étrangement est le Green Lantern le plus connu du grand public. Grâce au dessin animé. John Stewart, ouais, tout à fait. Et a été créé dans le numéro 87 de la série Green Lantern. C'était une série qui était très ancrée à gauche, et l'idée derrière la création de John Stewart, c'était de faire en fait le premier super-héros noir de l'univers DC. Ouais. Donc c'était comme Guy, c'était un remplaçant pour Hal Jordan, et il faudra attendre vraiment 1984 pour que John intègre officiellement le Green Lantern Corps. Moi j'adore John Stewart, il est hyper attachant,
il a une histoire difficile au long de sa carrière au sein du corps, et il a eu des choix très difficiles à faire. Il est toujours en proie à des démons qui font qu'il est souvent déprimé. Hein. C'est un vétéran qui a traversé qui a traversé l'enfer, tout simplement. Tant dans sa vie civile ou dans sa vie militaire, et après dans sa vie en tant que Green Lantern. Il va tout vivre. Si on parlait dans New Frontier de Hal Jordan qui revenait en tant que vétéran traumatisé par ce qui se passait et limite des anciens héros de la Seconde Guerre mondiale qui se foutaient de sa gueule à cause de ça. John Stewart, c'est non seulement un vétéran de la guerre du Vietnam qui est donc une des guerres qui a pas été les plus sympas pour les militaires qui étaient envoyés là-bas, mais en plus c'est un mec qui est noir dans un contexte qui est ouvertement raciste. Ouais. Et c'est vraiment quelqu'un qui a pas arrêté d'en prendre plein la gueule tout du long et qui va rester moralement mais inflexible malgré ça. Ouais, c'est exactement ça. En plus de ça, en plus d'être un ancien marine, c'est un ancien architecte, ce qui fait il a toujours des constructions hyper intéressantes. Il est très méthodique et c'est un vrai leader très charismatique. Quand il prend à chaque fois la direction du corps, il est toujours excellent. Ouais, non, c'est vraiment, c'est comme je disais, c'est le personnage le plus connu du grand public grâce au dessin animé, mais c'est pour moi vraiment un de mes j'aime tous les Green Lantern humains en règle générale, mais John Stewart a une place particulière. Alors on enchaîne avec le prochain Green Lantern humain. Quel est-il selon toi? Il en reste 4. Je partirai sur Kyle. C'est Kyle Rayner, ouais. Donc Kyle Rayner, il vient suite à la destruction de la ville de Hal, Central City. Et Hal, qui est possédé par Parallax, donc l'avatar de la peur, il va complètement péter les plombs, il va décimer tout le corps des Green Lantern. Et ainsi que les gardiens, il va rester plus qu'un seul gardien encore en vie, Gunfett, qui va offrir la dernière bague en sa possession à la première personne qu'il rencontre, et ça va être Kyle Rayner, un jeune artiste. Kyle Rayner, en fait, il mérite pas d'avoir l'anneau quand il le récupère, mais il va prouver en fait qu'il en était bien digne. Ça, en fait, il va gagner la dignité pour pouvoir l'avoir. Mais ça va prendre du temps, au fur et à mesure. Il va devoir prouver sa légitimité. Alors Kyle Rayner, c'est à l'image de Wally West pour Flash, qui a su remplacer Wally Allen. C'est le Green Lantern de toute une génération de lecteurs, la mienne en tout cas, la nôtre. Je pense que c'est pareil pour toi. Bon, le premier contact moi avec Green Lantern, c'est Kyle Rayner. Non, moi en fait vraiment Kyle Rayner, c'est l'un de ceux pour lesquels j'ai le moins d'affect. C'est un personnage que je trouve intéressant, notamment comme on disait pour Stewart, qui était architecte et qui a toujours des structures qui sont conçues jusqu'aux plus petits engrenages possibles. Kyle, du fait qu'il est il est très imaginatif, lui. Voilà, on a Hal Jordan qui est très terre à terre, donc il va créer des coups de poing, il va créer des avions et compagnie. On a donc Guy qui lui comme il est très très guerrier dans l'arme. D'ailleurs, ça va être un de ses surnoms, ça va être un de ses noms, Warrior. Warrior, ouais. Donc lui, c'est surtout il va créer des armes avec ses constructions. Et Kyle, en fait, c'est vraiment ça part dans tous les sens. Il va être capable de créer un dinosaure de 40 mètres de haut pour essayer de t'avoir, quoi. C'est le premier Green Lantern qui a pas vocation à tuer, à faire mal, en fait. Et il a un vrai compas moral. Ouais. C'est le premier à être comme ça. Tous les autres vont avoir des moments un petit peu où il pète un peu les plombs. C'est pas le cas de Kyle. C'est le contrepoint parfait, je trouve, au choix complètement irréfléchi de Guy. Un peu comme John Stewart d'ailleurs. Ouais, après voilà, ça a donné le fameux épisode dont on a parlé la dernière fois. Alors suite au retour au premier plan de Hal en 2006 dans la série Rebirth de John Jones, Kyle va rester au sein du corps et il va y trouver vraiment sa place. Allez, il en reste plus que 3. Celle-ci est un peu plus difficile. Je t'avais donné un indice tout à l'heure, mais elle a pas vraiment fait partie du corps. Elle a pas vraiment eu sa série en tant que telle, mais elle a fait partie du Green Lantern Corps. C'est Jennifer Lynn Hayden. Je l'aurais même placé avant. Ouais, en fait, elle est avant Kyle. C'est parce que déjà son frère Obsidian apparaît dans Crisis on Infinite Earth. Tout à fait. Donc elle, comme les jumelles d'Obsidian théoriquement. Elle est apparue avant, mais elle est devenue Green Lantern plus tard. Oui, parce qu'en fait, Jade, c'est comme son père a été irradié des radiations de sa lanterne, qui en fait est une vraie lanterne de Green Lantern à la base, selon le Redcon. Ah oui, alors là tu parles de la Redcon, mais la vraie lanterne à la base, non, ce n'est pas le cas. Ouais, non, mais dans le Redcon, en fait, le météore qui arrivait serait un ancien Green Lantern qui serait mort et compagnie. Et donc, en fait, elle a les pouvoirs des Green Lantern sans avoir besoin d'anneaux. Ouais, mais elle est verte. Elle est verte. Ouais. Et elle a découvert ses pouvoirs, elle n'a pas besoin d'anneaux, donc à l'adolescence, à la puberté. Voilà. À l'époque, elle savait pas d'ailleurs que son père était Alan Scott, elle l'a découvert plus tard. Voilà, et son frère, lui, pendant ce temps-là, il est capable de naviguer dans les ombres, et il est à moitié fou. Alors, Jenny Lynn, elle a fait partie du Infinity Inc., des Outsiders, de la GSA et même de la GLA. Par contre, on en parlait tout à l'heure, suite au reboot des New 52, Alan Scott a été rajeuni, son orientation sexuelle a été modifiée, tant et si bien que et Obsidian et
et Jane n'existe plus dans l'univers DC. Et là, actuellement, il n'y a pas... Si, il y a, justement. On peut espérer un retour, qu'elle apparaît sur une photo, sur une planche de la série Doomsday Clock. On voit une photo de la JSA et on voit Jade, en fait, sur la photo. Ouais. Donc on peut espérer un retour de Jade. Avec le retour annoncé de la JSA, oui, théoriquement. Normalement, elle devrait y être. Voilà. Alors, il nous en reste 2. Pas les meilleurs. Tu disais que tu aimais tous les Green Lantern. Est-ce que tu aimes ces 2-là? Est-ce que tu aimes Simon Baz? L'idée est pas mauvaise. L'exécution, c'est de la merde. Alors, on avait John Stewart, qui était le premier super-héros noir de l'univers DC. Donc, l'idée dans la création de Simon Baz, elle est assez cynique, je trouve. C'est de créer le premier super-héros musulman. Non. C'est de créer le premier héros musulman qui n'est pas un islamiste intégriste. Justement. le problème, c'est pour ça que je dis que c'est cynique, c'est que ça commence mal, c'est qu'ils en font un voleur de voiture qui est accusé à tort de terrorisme dans sa première apparition. C'est autant tu vois là, maladroit, quoi. Tu vois le personnage qu'avait créé Morrison dans Batman Night Runner. Ouais. Autant c'est un personnage, c'est un rebeu, quoi. Et puis point barre. Ça a plus choqué outre-Atlantique que chez nous de prendre un rebeu comme personnage français. Mais là, voilà, c'est juste un rebeu de banlieue. Les banlieues vont pas bien. Il prend le symbole de Batman pour essayer de régler la situation dans son quartier. Là, Simon Baz, c'est tout le cliché. Mais pas d'amalgame. Moi, je suis arabe, mais je suis pas terroriste. J'adore ce que Geoff Johns a fait sur tout l'univers Green Lantern, mais là, il a été un peu rapide sur le coup. Alors, le personnage a évolué plutôt de manière positive. Je trouve qu'il y a eu de bons épisodes par la suite avec lui. Il a mis du temps à s'installer. De faire un personnage musulman, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça a vraiment été l'exécution de... Ah ouais, c'est clair. Sa création, c'est un désastre. Ouais. Putain. Alors, Simon Baz, en tout cas, dans l'univers post-Rebirth, donc le dernier reboot en date de l'univers DC, Simon, il est en charge il est pas dans l'espace, lui, il est en charge de protéger la Terre. Il est aux côtés d'une autre Green Lantern, qui est Jessica Cruz, qui, elle, a été, elle a été témoin d'un multiple homicide et ça l'a traumatisée. Et elle va faire face à un vrai syndrome post-traumatique, mais vraiment très prononcé. C'est vraiment le cœur de la création de ce personnage, ce qui fait d'elle en fait une cible de choix pour Volthoom et qui va lui donner un anneau de pouvoir qui se nourrit de la peur. Elle va réussir à détruire l'anneau et devenir la première femme terrienne membre du corps des Green Lantern. Et Jessica, là où elle est intéressante, c'est que c'est un des rares, si ce n'est un des seuls en tout cas à l'époque où elle a été créée, super-héros à être diagnostiqué comme souffrant d'anxiété chronique, bien avant que Tom King n'en fasse un petit peu tout le sel de Heroes in Crisis. Ouais. On avait Jessica qui a déjà dû faire face à tous ces démons dans la série Green Lanterns. Voilà, on a fait le tour de tous les humains Green Lantern. Il y a énormément de Green Lantern très intéressants qui sont non humains, mais là, ça aurait fait trop long pour cet épisode. Ah non, si on devait se taper l'intégrale du Green Lantern Corps... Ah ouais, il y a beaucoup de personnages très charismatiques et très intéressants dans les extraterrestres. Mais tu oublies un terrien. En lanterne, pas forcément en green, mais en lanterne. Tu oublies un terrien. Le chat des Red Lantern. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui est un personnage, et le pire, c'est quand tu découvres son histoire, t'es touché, quoi. Alors, pour moi, cette histoire-là, elle date des New 52, donc à l'époque où il y avait 4 séries Green Lantern. C'est un peu l'âge d'or pour moi de l'univers Green Lantern. J'adore cette période-là. Je trouve que les 4 séries étaient excellentes. Ouais, la période Geoff Johns, quoi, de la résurrection de Hal Jordan. Mais même ce que Venditti a fait après sur l'univers, sur la série Green Lantern, c'est très bien aussi. Mais vraiment, pour moi, l'âge d'or, c'est réellement le Rebirth Green Lantern avec Hal Jordan qui revient d'outre-tombe. C'est tout ce qui a conduit jusqu'à Blackest Night. Blackest Day, ça a été une montée en puissance, même son dernier épisode, quoi. C'était une belle conclusion. Bon, alors on a fait le tour de tous les Green Lantern humains, mais alors Green Lantern, est-ce que c'est une idée originale en fait à la base? Eh ben non. En fait, lors de notre première saison, on a souvent cité le fait que les comics sont beaucoup inspirés de la culture pop. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai avec le personnage de Green Lantern. Bon, comme tu l'as expliqué, entre Alan Scott et Hal Jordan en tant que porteur d'anneau, il n'y a pas grand-chose à la base. C'est clair. Tout simplement parce que quand ils ont relancé Green Lantern dans le Showcase 22, comme pour le Flash dans le numéro 4, ils ont décidé de faire table rase du passé. Et de presque tout changer, si ce n'est le pouvoir de base. Ouais. Flash, il court vite, donc le nouveau Flash court vite. Green Lantern a un anneau et une lanterne, et Green Lantern, il a un anneau et une lanterne. Point. Donc, le truc,
Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? En fait, à l'époque, l'un des styles littéraires qui commençait à reprendre du poil de la bête, c'était le space opéra. Ouais. Donc un style qui avait été traité de très désuet quelques années avant. Mais comme tu le dis, avec la lancée de la conquête spatiale, les gens commencent à se réintéresser et à regarder vers les étoiles. Donc le truc, c'est que l'idée de DC, c'est de revenir aux bonnes vieilles recettes du héros de l'espace, comme on a pu voir avec Buck Rogers, Captain Future, ou donc Captain Flamme pour nous autres Français, ou encore Flash Gordon. Ouais. Guy Leclerc pour nous les Français, hein, Flash Gordon. Ouais, c'est ça. Buck Rogers, j'ai pas trouvé de traduction française, étrangement. Mais Guy Leclerc, on fera jamais mieux que Guy Leclerc. C'est magnifique. Et donc, pour le coup, quitte à s'inspirer des vieilles recettes, autant prendre la recette originale. Donc, ils vont prendre en fait directement, aller chercher directement du côté du créateur du Space Opera. Non, donc pas Edmond Hamilton, qui est le J'allais dire Edmond Hamilton, oui. Oui, et puis un gros clin d'œil à Bastien, notre copain qui est fan d'Edmond Hamilton. Mais en fait, je parle de l'autre créateur du Space Opera, parce que oui, ils étaient deux, et l'autre, c'est donc le Doc E. Smith. Ouais. Donc Doc Edward Elmer Smith, qui est un vrai docteur en chimie. Ah, quelqu'un de bien. Et un écrivain qui a changé la face du monde en créant le procédé pour que le sucre reste collé sur les donuts. Excellent. Véridique. Un donut. Mais aussi lorsqu'il écrivit Skylark of Space, donc traduit en français par la curée des astres. Ouais. Moi je connais Fulgur de lui, mais c'est toi qui m'as fait découvrir ça il y a quelques temps. Ouais. Et en fait, la curée des astres, on va rester sur Skylark of Space parce que j'ai du mal avec la curée des astres. En fait, c'est ce qu'on appelle à la base une édissonnade. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est que littérairement une édissonnade? J'imagine qu'il y a un lien avec Edison, mais... Oui, parce que Edison, faut savoir un truc, il avait un autre super pouvoir en plus d'être un inventeur de génie, c'est qu'il avait un melon plus gros que le monde. D'accord. Et donc, l'édissonnade... C'est encore un lien avec John Byrne. Voilà. Donc, l'édissonnade, c'est un style littéraire de l'époque très très américain qui représente un jeune savant qui va trouver un truc qui va changer, sauver le monde, comme Edison l'a fait. D'accord. Pour le coup, Edison l'a fait. Oui, enfin presque. Hein. Et donc, en fait, dans Skylark of Space, qui donc présente un jeune héros inventeur qui va créer un système pour voyager dans l'espace portatif. Mm-hmm. Il va créer l'archétype du héros de l'espace et ça va inspirer donc les personnages que je citais plus haut, Buck Rogers, Captain Future, mais aussi des personnages de comics dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui sont pourtant très vieux, comme Adam Strange. Ouais. Et le Rocketeer et compagnie, quoi. C'est vraiment tout ce panel de personnages-là très mobile. Mais le roman, en fait, sur lequel DC ne va absolument pas se baser selon eux, mais c'est qu'une coïncidence fortuite, hein. C'est donc la patrouille galactique. Donc c'est le second. C'est Poul Anderson, non? Non, c'est de Elmer Smith. En fait, Anderson, c'est la patrouille de l'espace, je crois. Patrouille du temps. Patrouille du temps. Autant pour moi. Voilà. Et la patrouille galactique, c'est le premier volet de la grande saga de Smith. Oui, parce qu'en fait, à la base, il avait écrit un roman qui s'appelait Triplanétaire, qui avait rien à voir avec la saga qu'il voulait écrire, mais son éditeur lui a dit écoute, ce serait bien que tu changes Triplanétaire pour que ça soit le premier volet. Donc en fait, la patrouille galactique est réellement le premier volet de cette saga, connu aux États-Unis sous le nom de Lancemen et connu en France sous le nom de Fulgur. Voilà. Donc les Lancemen, c'est quoi? Les Lancemen, c'est une patrouille galactique créée par la race la plus ancienne de l'univers, les Ariciens, pour contrer la race la plus ancienne d'un autre univers, les Édoriens. Et pour ce faire, les membres sélectionnés par eugénisme pour intégrer cette patrouille, ils se voient remettre un outil, une lentille permettant d'obtenir des pouvoirs spéciaux. Et le plus grand d'entre eux sera un humain de la Terre nommé Kibal Kennison. Effectivement, ça n'a pas grand-chose avec l'histoire de Hal Jordan, un terrien qui va se retrouver à intégrer une police de l'espace du nom de Green Lantern Corps, créée par la race la plus ancienne de l'univers, les Gardiens d'Oa, doté d'un anneau qui lui donne des pouvoirs. Alors absolument rien. C'est vrai que les ressemblances sont frappantes. Voilà, et en fait, ouvertement, ils sont très très inspirés de ça, et ils sont même inspirés pour d'autres choses. On peut notamment voir l'influence du cycle du Fulgur dans Crisis on Infinite Earths et l'opposition Monitor et Anti-Monitor. Ouais. Où là vraiment t'as les entités les plus anciennes de deux univers qui vont s'affronter.
Dans le même registre, en fait, d'histoires qui ont fortement inspiré les héros de comics, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps qui expliquait que non, Man-Thing, la créature végétale de Marvel, n'était pas une repompe de Swamp Thing, qui est son équivalent DC. Oui, ils sont sortis en même temps, mais c'est une repompe d'autre chose. En fait, c'est une repompe du nouvel d'un de mes auteurs fétiches, Theodore Sturgeon, qui écrivait en 1947, donc quand même 30 ans avant l'arrivée de Swamp Thing et Man-Thing, une histoire du nom de It, sur un marais hanté par une créature végétale qui sont en fait les restes d'une personne morte dans ce marais. Je me demande s'il n'y a pas une histoire dans les contes de la crypte ou dans une série de ici comique de l'époque qui reprend cette histoire déjà. En fait, les histoires de Sturgeon ont été beaucoup utilisées dans les anthologies d'horreur. Ouais. Donc ça serait pas étonnant. Theodore Sturgeon, aujourd'hui, c'est un nom qui est très oublié, mais c'est un des plus grands auteurs des années 40 à 70, quoi. En fait, le traitement de Man-Thing, c'est beaucoup plus fidèle au traitement de Sturgeon. La créature, ça reste toujours une présence étrange et angoissante dans Man-Thing. Là où Swamp Thing, en fait, ça va beaucoup se rapprocher du monstre de Frankenstein, où on partage les tourments d'un homme devenu monstre et qui n'accepte pas cette condition. Jusqu'au reboot d'Alan Moore. Hein. Ouais. Où là, ça change complètement. Ah oui, mais voilà, quoi. Justement, en fait, le reboot d'Alan Moore, c'est quasiment l'acceptation de sa condition de monstre. Et c'est exactement ce qui arrive à Adam, donc le monstre de Frankenstein dans le roman original, quoi. C'est une suite quasiment logique, quoi. Dans le quasi même style, en fait, on pense souvent que Ant-Man, c'est une copie d'Atom aussi. Ouais. Et en fait, non. Et le plus drôle, c'est qu'ils sont même pas inspirés par le même truc. En fait, tu prends Atom, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais Atom est né en 1940. Et ben oui, mais non, quoi. Parce qu'en fait, le Atom de 1940, c'est comme pour le Alan Scott ou c'est un autre Atom, c'est Hal Pratt qui n'avait aucun pouvoir à la base. Bon, après, au bout d'un moment, en se battant contre un mec qui s'appelle Cyclotron, il va lui piquer une force atomique. C'est bon, j'adore le Cyclotron, ça fait un peu Transformers quand même. Et la version en fait dont on parle de Atom, celle qui change de taille, donc Ray Palmer, elle est apparue en octobre 61 dans Showcase numéro 34. Et en fait, ce personnage-là est directement aussi inspiré d'un récit de pulp, The Girl in the Golden Atom. Donc une sorte d'aventure à la John Carter of Mars, écrit par un auteur qui s'appelle Ray Cummings. D'ailleurs, le Ray Palmer, son prénom vient de Ray Cummings. Et l'histoire, elle a été écrite en 1929. Et ça raconte l'histoire d'un physicien qui découvre qu'il y a de la vie sur les atomes. Ouais. Et donc, après avoir vu une jolie demoiselle sur un atome de sa bague en or, il décide de rétrécir pour aller la pécho. En fait, c'est plus ou moins ça. Mais en fait, je vous promets, c'est cool, hein, le cycle du Golden Atom. Même si un physicien meurt à chaque fois que quelqu'un lit son bouquin, quoi. Ah merde. Ah ouais. Ah ça avance. Moi je m'en fiche, je suis chimiste. C'est bon. mais voilà, en fait, Ray Cummings, pour la petite info et revenir à ce qu'on disait juste avant, c'était le secrétaire de Edison. D'accord. Donc il s'y connaît en sciences, il écrivait pour un scientifique. Donc quant à lui, Ant-Man, ou plutôt Hank Pym, est apparu en janvier 62 dans Tales to Astonish numéro 27. Bon, vu la date, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est inspiré d'Atom, sauf que, en fait, l'histoire dans laquelle apparaît Hank Pym et puis son pouvoir de rétrécir, c'est plus un récit fantastique qui à aucun moment n'est un récit de super-héros. Non, c'est vrai. En fait, c'est une histoire d'horreur classique, comme pouvait l'être l'histoire de It de Theodore Sturgeon. C'est juste, par accident, il se retrouve à rétrécir et coincé dans une fourmilière. En fait, l'inspiration de cette histoire de savant qui rétrécit et galère face à des insectes, c'est tout simplement inspiré et surtout de l'homme qui rétrécit, surtout du film en fait, sorti en 57, réalisé par Jack Arnold. Bon, t'as raison, c'est Richard Madsen qui a écrit le scénario aussi, et où on trouve une scène qui a beaucoup marqué le monde à l'époque, où c'est de l'araignée, elle est magnifique, même encore aujourd'hui. Elle est dingue. Elle marche toujours. Puis je vais prendre un dernier exemple que tu connais, Odd John. Si, je t'assure, tu connais Odd John. Redis. Odd John. Non, si, je te jure, tu connais. Odd John, A Story Between Just and Ernest, ou donc en français John l'étrange, une histoire entre rire et larmes, mais traduit en français par Juste un surhomme, ça va plus vite. Okay. C'est une histoire écrite en 1935 par un romancier anglais du nom de Olaf Stapledon. Donc il est un peu oublié, mais il a écrit des bouquins qui sont vraiment très cool, comme Créateur d'étoiles, où un humain en fait va rencontrer d'autres entités de l'espace jusqu'à rencontrer l'homme qui a créé l'univers. Okay. Et surtout de lui, j'aime beaucoup Les Premiers et les Derniers, qui est un roman où en fait l'un des survivants de la dernière espèce d'humain dans 2 milliards d'années va demander à un de notre époque d'écrire l'histoire de l'humanité des 18 espèces d'humains qui ont traversé le temps sur Terre, quoi. Ça date de quand, ça, tu disais ? Les années 30.
Ah ouais, excellent. Et pour en revenir à l'histoire de Hot John, donc John l'étrange, c'est un enfant qui est né différent. Okay. Et tu vas voir, tu connais, parce qu'en fait, en grandissant, il va découvrir qu'il est pas vraiment seul, qu'il n'est pas vraiment un homo sapiens, mais un homo supérieur. Il est doué de dons télépathiques, et donc il va chercher d'autres personnes comme lui pour leur créer un sanctuaire. Ouais. Ça ressemble quand même vachement du professeur Xavier, ça, quand même. C'est, ouais, ok. non, voilà. Et en fait, le truc, c'est que même souvent, quand on te raconte la jeunesse de Xavier, on te dit que c'était quand même un sacré connard étant jeune. Ouais. Et là, même là, Hot John, là, c'est level gros connard, mais plus. Et surtout, en fait, moralement, lui, il est plutôt du côté de Magneto, il se sent hors des contingences de l'humanité classique. D'accord, ouais. Mais là, ça va un peu loin, ça va quand même jusqu'à l'inceste et compagnie dans le roman. Mais voilà, en fait, dans le comics, il y a tout plein de personnages comme ça qui respectent la loi de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et justement, je crois que tu veux nous parler d'une transformation dans l'univers de Green Lantern. Bah oui, on va reparler de Larry Niven, parce que à la fin des années 80, les éditeurs de DC Comics de l'époque, donc Dennis O'Neil et Dan Ratzpler, ils étaient un peu embêtés avec l'univers cosmique de DC. Ils voulaient en faire quelque chose, ils savaient pas quoi. Et donc, ils ont approché plusieurs écrivains de science-fiction. Alors, j'ai pas réussi à trouver lesquels, autres que Larry Niven, qui lui a accepté. Larry Niven qui avait déjà donné, tu en avais parlé un petit peu des indications pour Superman, et ils lui ont demandé de donner son avis, ce qu'il pensait de l'univers Green Lantern, et éventuellement d'écrire ce qu'ils appellent une Bible. Alors j'ai retrouvé la lettre que Dennis O'Neil a adressée à Larry Niven avant que ce dernier accepte. Je l'ai traduit un petit peu rapidement. Alors, cher Larry, voici ce que nous aimerions pour l'univers Green Lantern. Tu nous écris une Bible pour une série en 3 issues sur l'histoire du Green Lantern Corps. On s'en servira ensuite pour la suite de la série quand elle passera en mensuel. Il faut que ça fasse plus de 10 pages, moins de 20 pages, avec autant de mots que tu juges nécessaires. Alors, ça va comprendre ce que ça veut dire. Tu seras payé le montant négocié par ton agent et Paul Levitz, notre vice-président exécutif. De plus, on aimerait que tu nous écrives une histoire qui sera au sein de la mini-série. Tu seras payé pour cela séparément et toucheras probablement des royalties sur ce travail. Alors, au final, on verra jamais cette mini-série de 3 épisodes. La seule chose qu'on verra, c'est cette fameuse histoire de Gunfest Tale qui fait 60 pages. Donc, j'imagine que c'est peut-être ça qui a servi. Plutôt que d'en faire une mini-série en 3 épisodes, ils en ont fait un épisode de prestige de 60 pages, quoi. Je pense, ouais. Alors, Larry Niven a accepté d'écrire un document qu'il a intitulé la Green Lantern Bible que personne n'a pu lire en dehors de DC, en tout cas dans son intégralité. On sait juste qu'on en a une petite partie qui est reproduite dans le livre de Larry Niven qui est sorti en 92, dont tu parlais plus tôt, Playground of the Minds. Alors, on a trouvé quelques infos là-dedans au sujet de cette Bible. Alors, il s'est posé plusieurs questions essentielles sur l'essence du personnage. Il a essayé d'y répondre de la meilleure des manières possibles afin de rendre le côté désuet du personnage de Green Lantern le plus acceptable. Donc, il voulait conserver tout ce qui faisait de Green Lantern, mais en l'expliquant d'une manière scientifique. Je mets les guillemets quand je dis scientifique. Alors, parmi plein de choses, Niven, il a précisé que la raison pour laquelle l'anneau de puissance est un anneau, pourquoi c'est un anneau, quoi. Ça pourrait être n'importe quoi. Et en gros, lui, il dit, dès le départ, si c'est un anneau, c'est parce que ça permet d'aller sur n'importe quelle forme d'extraterrestre. Un extraterrestre a forcément un appendice sur lequel ça se met, c'est logique. C'est ça. Alors, en fait, il se base sur les extraterrestres qui existaient dans l'univers Green Lantern de l'époque. Il a regardé un petit peu le bestiaire, entre guillemets, qu'il y avait, et il voit, ils ont tous des doigts, allez hop, ça passe. Hop, voilà pourquoi il y a un anneau. Alors, ça, c'est pas vraiment vrai, parce qu'en fait, si tu penses à le plus gros des Green Lantern, c'est la planète Mogo. Ouais, Mogo. Mogo, elle a pas de doigts. Pour le coup, c'est... Est-ce qu'elle a un anneau ? On ne sait pas, on n'a jamais vu l'anneau de la planète. Je crois que si, on l'a vu dans une histoire, il me semble. C'est vrai, ouais. C'est possible. Alors, pourquoi est-ce que les gardiens sont bleus ? En gros, il n'y a pas vraiment de réponse autre que ils ont été roses et maintenant ils sont bleus. Alors, Krona, c'est le scientifique qui a essayé de voir le début de l'univers et qui a déclenché involontairement donc, l'apparition du mal dans le cosmos. Larry Niven le réinvente comme quelqu'un qui déclenche non pas le mal, mais l'entropie. Alors l'entropie, je ne sais pas si c'est un concept physique avec lequel tu es familier. En gros, c'est le désordre. Ouais, le chaos. Le chaos, c'est ça. Et une autre de ses grandes contributions, en tout cas, si on regarde cet extrait du livre, c'est qu'il va étoffer l'histoire des gardiens. Alors, il va écrire tout un passage sur l'histoire des gardiens. C'est ce qu'on retrouve dans Gunfest Tale, dans ce que je parlais dans le résumé que j'ai fait au début. Ils viennent de la planète Malthus, ils ont migré vers la planète Oa, où ils vivent actuellement. Et en fait, ils sont légèrement toxiques pour la population d'Oa, ce qui provoque des conflits. Ah oui, clairement. Je vais revenir sur Oa, mais c'est vrai qu'il a eu tout plein d'idées pour Oa. Ouais. Sinon, il avait une autre idée sur Guy Gardner. Il voulait en faire un extraterrestre. Il était d'ailleurs persuadé que DC était OK avec ça. Et Niven dit, en fait, c'était bon jusqu'à ce que le gars qui avait les droits de Guy Gardner rentre de vacances. Alors, je pense qu'il n'est pas vraiment familier de comment fonctionnent les comics, parce que personne n'a les droits de Guy Gardner autant
autre que DC en fait. Donc je pense qu'il y a juste un exécutif qui est rentré et qui a dit, vous arrêtez vos bêtises, gars, on laisse comme il est. C'est l'éditeur de Green Lantern qui a fait non. Ouais, c'est ça, c'est tout simplement. Ou peut-être même l'éditeur de la Justice League, parce qu'à l'époque, Guy Gardner était dans la Justice League internationale et c'était hors de question de changer le personnage. Il marchait très bien. D'un côté, entre Guy Gardner et Extraterrestre et la période Warrior avec son costume torse nu, les tatouages. Warrior, c'est un peu dur. Je pense qu'Extraterrestre, ça passait au final. Alors la contribution, on y revient, majeure de Niven et l'univers des Green Lantern, c'est le développement des gardiens. Alors les Malthusiens, ils ont développé des pouvoirs mentaux. Tout ça, c'est Niven qui l'invente, qui leur donne une quasi-immortalité, car ils pouvaient éliminer toutes les impuretés en fait qu'il y avait dans leur corps. Ouais. Alors ces pouvoirs vont également faire en sorte que les Malthusiens vont avoir une vie un peu trop facile, et ça va les rendre un peu immatures, et ça va les faire éliminer tous les prédateurs de leur environnement naturel, parce que effectivement ils sont immortels parce qu'ils ont plus de virus au sein ou de bactéries au sein de leur corps, ils peuvent toujours se faire bouffer par une bestiole qui passe. Et finalement ils vont se débarrasser de toutes les bestioles et ils vont détruire tout l'écosystème de leur planète. Donc ce qui va leur faire qu'ils vont devoir quitter leur planète, donc la planète Malthus, pour aller terraformer d'autres planètes, et Oa en fait c'est une des planètes qui ont été terraformées. Alors je vais pas aller un peu plus dans le détail parce que c'est vrai qu'il y a encore tout plein de choses, mais tout ça c'est dans Gauntfest Tale, donc si vous voulez en savoir plus, allez lire l'épisode, ce sera mieux raconté que par moi. Alors, tu l'as dit, quand tu as parlé de Larry Niven, c'est un écrivain porté sur la hard SF. On lui doit la No Monde, mais il a voulu faire un peu la même chose et définir ce qu'est Oa, la planète des gardiens. Donc, c'est une planète qui est décrite par les gardiens eux-mêmes comme étant au centre de l'univers, ce qui en fait ne veut rien dire, parce que même si les gardiens, ils ont un peu un gros melon, mais bon, ils sont pas stupides, ils savent très bien que l'univers n'a pas de centre. Donc, Oa, en fait, c'est tout simplement, et le place lui-même, Larry Niven décrète que Oa est au centre d'une galaxie. Ce qui est plus logique. Il va penser à tout, il va penser à comment la planète Oa, quelle est la rotation de la planète Oa. Donc il va décider que les gardiens ont décidé que ça allait faire 24 heures. Voilà, comme ça. Donc ils vont changer la rotation de la planète pour que ça leur convienne mieux. Et pourquoi est-ce que la planète est un désert en dehors de la citadelle ? C'est expliqué en fait, Niven dit que c'est parce que les gardiens, ils sont très mauvais en jardinage. Mais en gros, il laisse ça à l'interprétation des auteurs qui passeront après. Il dit en gros, il y a plein de choses à faire avec ça, amusez-vous, tout peut changer. Il dit aussi par exemple, ça pourrait être tout simplement le fait que les gardiens n'ont pas d'enfants, donc ils voient pas l'utilité d'avoir autre chose qu'un désert, parce que si tu veux avoir des plantes et quelque chose de joli, c'est pour faire plaisir aux enfants. Voilà. Bon, c'est Niven qui pense comme ça, pourquoi pas. Il revient aussi sur pourquoi il n'y a pas de femelle sur Oa. Il a toute une théorie où il explique notamment... Celle-là est cool d'ailleurs. Ouais, il y a plusieurs idées en fait. Alors la principale, c'est que les gardiens ont perdu goût à la reproduction, tout simplement. En fait, ils sont tellement vieux qu'ils n'ont plus envie, quoi. Je sais pas ce que tu préfères, toi. Il manque un peu de vieille Groa. Ouais, voilà. Il y a aussi un des autres apports, c'est le dernier dont je vais parler, c'est vraiment ce qui est arrivé à Krona, qui est toujours une figure importante dans l'univers de Green Lantern, malgré la Crisis. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette ce qu'il raconte dans l'épisode, je trouve, sur Krona. Je vais pas le raconter non plus, mais voilà. Et enfin, donc Gauntfett, un personnage hyper cool qui est toujours utilisé aujourd'hui. C'est un peu c'est un humain, c'est un gardien, il est sans émotion, il est distant. Gauntfett, lui, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épisodes, il va acquérir une personnalité un peu plus humaine. Il va regagner de l'empathie. C'est justement un point, en fait, les gardiens d'Oa sont interchangeables au début. Et là, vraiment, Gauntfett gagne une individualité et, c'est ça. Et ça change beaucoup de choses, quoi. Ouais. Vous pouvez se trouver ce livre, il est assez facile à trouver en anglais, il n'a jamais été traduit en français à ma connaissance, mais c'est très facile à lire. Il revient sur plein de choses de sa vie, il revient sur son amour des comics, tu en parlais. À chaque fois, c'est des courts chapitres de 2-3 pages. Ça se lit très vite. Ouais, non, et puis sinon, pour trouver ce volume-là de Gauntfett Tale... Alors, à ma connaissance, c'est jamais sorti en français. Je ne sais pas si toi, tu as trouvé une édition française. Et en version originale, ça n'a jamais été collecté non plus, à ma connaissance. Si. Alors, tu vois, toi, tu as réussi à le trouver, parce que moi, je l'ai trouvé qu'en single. Donc, j'ai acheté le single, on le trouve pour pas cher. Oui, non, le single, on le trouve pour pas cher. On le trouve pour moins cher que ce qui coûtait à l'époque. Voilà. Mais en fait, il a été collecté dans une anthologie John Byrne. D'accord. DC Universe par John Byrne. En fait, on le trouve dedans. Oui, j'étais surpris aussi de voir que
c'était pas collecté, c'est surprenant de la part de John Byrne, quoi, que ça soit pas collecté. Moi, ça me surprenait parce que c'est pas un comics exceptionnel à lecture. Il est même parfois un peu long. Hein. C'est du Larry Niven, quoi. Il décrit avec force détail tous les aspects de son univers. Oui. L'histoire en elle-même est pas exceptionnelle. C'est une histoire un petit peu, surtout dans la deuxième partie du comics, un petit peu de bagarre, comme on en faisait à l'époque. Mais c'est intéressant pour quiconque s'intéresse à l'univers Green Lantern. Hein. Vraiment, on a beaucoup d'aspects très importants qui vont définir l'univers pour les plusieurs années qui vont suivre. Ouais. Hein. Donc Ah oui, non, mais c'est encore une influence aujourd'hui, quoi. Mais le truc, non, c'est que c'est une bonne lecture. Il y a des très bonnes idées dedans. Après, est-ce que c'est un incontournable? On est un peu moins sûr. Non, quand même pas. Mais bon, c'est Larry Niven, c'est John Byrne, c'est toujours... C'est toujours une curiosité qui fait joli dans sa bibliothèque. Ouais. C'est une curiosité, c'est ça. Comme on dit, hein, c'est assez facile à trouver en VO, donc n'hésitez pas. Pour notre part, on va vous laisser là. Alors, on vous avait teasé en début d'émission un morceau musical un petit peu difficile, compliqué. Mais avant de présenter ça, on va parler de nos réseaux sociaux et de notre site internet où vous pouvez aller pour nous retrouver. Et vous verrez tous les compléments de ce dont on parle dans l'épisode. T'as choisi quoi alors en musique? En musique, t'as vraiment envie qu'on en parle? Disons que je l'ai écouté en entier. Hein. C'est quelque chose. Hein. En fait, voilà, je cherchais une chanson qui avait quelque chose à voir avec les Green Lantern. Et je t'avouerai que je suis tombé sur un truc assez étrange. À quel moment du disco high energy des années 80 a un rapport avec du Green Lantern? C'est déjà surprenant. Quand en plus tu découvres que la chanteuse, elle a joué dans les Batman de Nolan. Oui. Et donc, la chanteuse en question s'appelle Earlene Bentley. C'était apparemment une grande diva du disco des années 80 à New York. Ouais. Et dans cette chanson, de manière surprenante, on trouve le serment des Green Lantern en pré-refrain. Je sais pas pourquoi. C'est une énigme totale. Et cette chanson s'appelle Continue Act et je vous dis bon courage. Et on se retrouve très vite pour un One Shot First qui sera en lien avec cet épisode. Eh oui, allez, ciao. Salut à tous. As you stay away for longer, pull the wool
Salut auditeur, auditrice, c'est Spades, et si tu es là, tu mérites un petit cadeau quand même. Donc on va lancer un petit concours. Tout simplement, tu vas m'envoyer un message sur Twitter, donc à Spades_CS, avec le mot-clé batterie. Tout ça en DM, bien sûr, pas sur le profil public. Et donc, de tous ceux qui m'enverront un message, je tirerai au sort et j'offrirai au gagnant un lot. Donc, ça sera des comics, ça sera un peu des goodies, et ben voilà. Vous méritez quand même quelque chose pour écouter cette horreur. Allez, ciao!